Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien malgré le confinement pour ceux qui visionneraient cette vidéo pendant le confinement. Pour ceux qui ne visionneraient pas cette vidéo pendant le confinement, j'espère que vous allez bien tout court. Enfin bon bref, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème que j'avais pas forcément abordé dans mes vidéos précédentes, mais qui je pense est très intéressant, notamment pour ceux qui s'y orientent, c'est-à-dire l'université. Alors, la plupart de ceux qui s'orientent à l'université viennent de, de terminale, donc du lycée. Certains, non, pas forcément, mais qu'importe, je vais vous donner des conseils qui peuvent à tous vous être utiles, quel que soit votre parcours et quel que soit d'où vous veniez lors de votre rentrée en L1. Mes conseils peuvent aussi s'appliquer à ceux qui sont en L2, en L3, en M1 ou en M2, en doctorat. Quoique moi, là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en L3. Donc il y a des choses que je ne peux pas forcément dire sur le master ou sur le doctorat, tout simplement parce que je n'y suis pas. Donc excusez-moi d'avance pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui attendraient d'avoir des informations sur le master ou sur le doctorat. Vous pouvez me le mettre en commentaire d'ailleurs si vous voulez des informations sur le master, puisque je compte m'orienter en master l'année prochaine. Je pourrais éventuellement vous donner quelques petites pistes, même si il y a pas mal de masters qui existent et que donc voilà, je pourrais pas vous donner toutes les informations, je pourrais vous donner des informations qui peuvent concerner tous les masters en général. Comme là, je vous donne des informations qui peuvent concerner toutes les licences en général. Voilà. Donc, moi, j'ai relevé 3 étapes dans une année universitaire. Alors, je vais vous parler de l'université, pas du BTS ou autre. Donc, d'où le fait que je parle d'une année universitaire. Alors, première étape, celle que je considère comme la étape number one, c'est tout simplement la pré-rentrée. Alors, la pré-rentrée se déroule avant la rentrée, hein, comme dirait le nom. Souvent, c'est la semaine avant. Pour ceux qui vont rentrer en L1, vous risquez d'avoir plusieurs conférences. Pour ceux qui rentrent en L2 ou en L3, vous risquez de n'avoir qu'une ou 2 conférences seulement. Donc, la semaine qui vient avant la rentrée risque d'être très maigre pour ceux qui rentrent en L1, en L2 ou en L3. Voilà, au contraire, elle risque d'être un peu plus lourde pour ceux qui rentrent en L1. Mais qu'importe que vous rentriez en L1, en LE ou en L3, je vous conseille quand même de la faire, cette pré-rentrée, pour plusieurs raisons. La première raison qui pour moi est importante, c'est qu'au moins comme ça, vous pouvez prendre toutes les informations possibles et imaginables. Il y a beaucoup d'informations qui vont être données, et ce sont des informations qui sont pratiques. C'est-à-dire que si vous séchez volontairement la pré-rentrée, vous allez devoir demander ces notes à un camarade. Or, peut-être que ce camarade n'aura peut-être pas forcément marqué certaines choses, ou les aura peut-être mal notées, et vous, elles vous auraient peut-être intéressé. Or, le problème, c'est que si ces camarades prennent mal, enfin, si ce camarade prend mal ses notes, ou ne prend pas ses notes comme vous auriez peut-être aimé qu'il les prenne, vous risquez de vous retrouver dans la merde. Par exemple, si le prof vous demande d'acheter un livre, par exemple, tous les profs ne vont pas vous demander d'acheter un livre, hein, mais ça peut arriver. Donc, si le prof vous demande d'acheter un livre et qu'un étudiant ne prend pas l'édition en note ou ne prend pas la bonne édition en note, s'il vous envoie ce qu'il a marqué pendant la pré-rentrée, vous risquez d'avoir
soit de ne pas avoir d'édition du tout, soit de ne pas avoir la bonne édition. Donc vous risquez d'acheter le mauvais livre, ce qui n'est pas le but. Parce que voilà, ça va pas être pratique si vous commencez à acheter le mauvais livre, enfin le mauvais livre, entre guillemets, dans la mauvaise édition, quoi. Ça risque pas d'être pratique pour vous. Parce que on est tellement nombreux que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément pratique pour le prof d'avoir 15 000 éditions à s'occuper. Donc voilà, donc pour cette raison, vous devez faire votre pré-rentrée pour être sûr d'avoir les informations qui sont les meilleures, quoi. Enfin, pour vous, qui pour vous sont les meilleures. Deuxième raison de faire sa pré-rentrée et de ne pas la sécher, ça permet de se remettre doucement en selle. Parce que ce ne sont pas des cours, parce qu'on est peut-être moins exigeant, etc. Donc, ça va vous permettre de revenir doucement à la réalité, de pouvoir reprendre ses cours normalement. Alors que vous reprenez vos cours, voilà, les profs considèrent que vous êtes rentré. Je vais pas dire basta, terminé, ils vont être chiants avec vous, mais clairement, ils vont peut-être être un peu plus exigeants. Donc, comme ça peut vous permettre de reprendre la réalité en main après 3 voire 4 mois de vacances. Voilà, parce que pendant ces vacances, vous avez fait sûrement autre chose que travailler pour les cours, etc. Enfin, voilà. Donc voilà, ça c'est l'étape number one. L'étape number two, c'est tout simplement, hein, là c'est le cœur, on va dire. Donc vous avez 2 sortes de cours. Vous avez les cours magistraux et les travaux dirigés. Je ne vais pas parler des travaux pratiques puisque c'est, je pense, un peu la même chose que les travaux dirigés, mais c'est plus pour ceux qui sont en sciences, etc. Mais enfin, vous vous dirigez vers ces filières-là, je pense qu'à mon avis, vous pourrez remplacer facilement travaux dirigés par travaux pratiques. Enfin, je vais utiliser le terme de travaux pratiques. Travaux dirigés. N'importe quoi, moi. Je m'embrouille. Enfin bon, bref. Donc, les cours magistraux ne sont pas obligatoires et se font en amphithéâtre. A l'inverse, les travaux dirigés vont être obligatoires et vont se faire dans des salles de classe classiques, on va dire, celles que vous voyez au lycée. Parce que vous avez souvent l'image d'une université où vous n'avez que des amphithéâtres. Il n'y a pas que des amphithéâtres dans une université. Il y a aussi des salles de cours. Donc, alors ça, de base, vous êtes censé aller en travaux dirigés parce que l'appel est fait. Enfin, normalement, parce que tous les profs ne font pas l'appel. C'est pas bien, mais bon. Voilà. C'est pareil, certains cours magistraux peuvent très bien ne pas se dérouler dans un amphithéâtre parce que on est très peu, ou bien pour raison pratique, quelle qu'elle soit, les étudiants, malgré le fait que ce soit un cours magistral, ont été mis dans une salle de cours traditionnelle. Enfin bon, bref. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est les cours magistraux sont obligatoires, ils se déroulent dans un amphithéâtre. Ne sont pas obligatoires, ils se déroulent dans un amphithéâtre. Et les travaux dirigés se déroulent dans des salles de cours traditionnelles et eux sont obligatoires. Voilà. Et au bout d'un certain nombre d'absences dans un TD, si on constate que vous avez un certain nombre d'absences dans un TD, ça peut avoir des conséquences. Alors ça, vous pourrez demander lors de la pré-rentrée, mais ça peut avoir des conséquences. Voilà. Ensuite, donc, vous avez un emploi du temps, d'accord, avec des cours. Alors, par contre, l'emploi du temps, je veux vous prévenir tout de suite, il change. Alors, il change selon l'année, selon le semestre,
et des fois selon les semaines dans un seul et même semestre. Ce qui fait que voilà, il y a deux échelles. Il y a déjà donc à l'échelle d'une année universitaire, c'est-à-dire environ de septembre à mai. Vous avez donc deux emplois du temps différents, un par semestre, ce qui fait que voilà, vous pouviez avoir certains horaires au semestre impair, c'est-à-dire de septembre à décembre, et avoir des horaires différents de janvier à mai, à avril. Par exemple, je me souviens quand j'étais en L1 que le jeudi, je commençais à 9h au S1 et à 11h au S2. C'est-à-dire que je commençais plus tard. Je me souviens aussi quand j'étais en L2, c'est-à-dire l'année dernière, le lundi, je finissais à 13h au semestre impair, alors que je finissais à 18h au semestre pair. Au semestre 4. Vous voyez? Et même à l'échelle d'un semestre, ça peut changer. C'est-à-dire que des fois, il y a des cours que vous n'allez avoir qu'une fois sur deux, ou que vous n'allez pas forcément avoir tout le semestre. Donc il faut bien regarder votre emploi du temps. Et des fois, il y a des cours qui peuvent changer de place. Après, c'est pas possible parce que des fois, on nous prévient à la dernière minute, mais qu'importe. Il y a des cours, des fois, que vous n'avez pas tout le temps, ou pas tout le temps à la même place, etc. Donc là, je vous conseillerais de bien regarder votre OMT régulièrement pour être sûr que vous avez cours, où est-ce que vous avez cours, etc. Étape, oui. Étape numéro 3, ce sont les examens. Alors, vous avez deux types d'examens. Des examens terminaux écrits.
par contre, je sais pas si vous allez au rattrapage ou pas, mais enfin, euh, ça, je peux savoir. Allez, salut, salut!